La première question que je voulais vous poser, qu'on voulait vous poser, c'était qu'est-ce qu'on savait exactement du contexte historique, quelles sont les sources qu'on a sur la réalité des monuments qui auraient été piégés, etc. Est-ce que ça s'est romancé dans le film ou est-ce que vraiment on sait que la tour Eiffel était minée, etc. À quel point ils étaient vraiment avancés avec leur plan de dynamiter, personne ne le sait. On sait qu'il y avait l'ordre, on sait qu'il y a certains monuments où il y avait plusieurs centaines de kilos de dynamite, par exemple sous le Sénat, bâtiment peut-être pas très important. Mais on sait aussi qu'un nombre de ponts ont été minés. Mais il n'y a pas vraiment, je n'ai pas pu retrouver les dynamiteurs. J'ai cherché s'il n'y avait pas encore quelques survivants enfin c'était un corps militaire très précis, un génie quelconque quoi, qui est là pour ça et qui était venu exprès à Paris pour faire ce travail. Et l'officier s'appelait effectivement Eberbach et non pas Ebernach, mais il a bien existé. Mais le reste, c'est un petit peu de la fiction. Comme la rencontre elle-même, nocturne, entre eux deux, c'est une fiction. La situation militaire est connue, il y avait eu le débarquement, il allait y avoir la libération, les Alliés étaient aux portes de Paris et il y avait l'ordre de Hitler de tout raser. Mais maintenant, comment ils ont négocié, ont-ils négocié à plusieurs, tout seuls, etc. Il n'y a pas de preuve là-dessus. Seulement, si on avait fait sauter Paris, là je me suis renseigné, j'ai pris un ingénieur des mines, un polytechnicien, tu dis voilà, prenons déjà le pont Alexandre, comment tu ferais? Et effectivement, ils ont leurs mesures, leurs choses, ils ont étudié ça. Et donc, cette partie-là est assez réelle, et aussi le plan de boucher la Seine par les explosions, par les destructions. Par exemple, Notre-Dame, c'est pas parce que c'est une belle cathédrale qu'on voulait la faire sauter, mais c'était parce que ça faisait beaucoup de pierres pour boucher la Seine. Donc c'était plus cynique encore que la destruction de la beauté. C'était le mépris même de la beauté. C'est un sujet qui vous tenait déjà à cœur avant d'avoir découvert la pièce de théâtre, parce qu'on rappelle que c'est adapté d'une pièce de théâtre, ou c'est vraiment la découverte de cette pièce qui vous a donné envie de l'adapter au cinéma? En fait, je ne voulais plus faire de films sur cette période-là. J'en ai fait beaucoup récemment sur Guy Môquet, La mer à l'aube. J'ai cru que j'avais déjà donné. Et oui, parce que sur une trentaine de films que j'ai fait, il y a presque 15 sur cette période-là. Non, ce qui m'a tenté, c'était le drame. Les deux personnages très forts et le fait que ça soit fictif ne le rendait que plus intéressant parce qu'on avait du drame, on avait de la liberté de créer des personnages comme on voulait. Je ne sais pas du tout comment a été le consul Nordling, je ne sais pas non plus comment a été le général Koltitz, encore que ses enfants survivent et sont moins âgés que moi aujourd'hui, mais je n'avais aucune je n'avais aucune intention de leur poser des questions. Moi, je voulais inventer le personnage d'un général et le personnage d'un diplomate, et je pense qu'au théâtre, c'est comme ça que vous avez fait, non? Oui, moi j'ai découvert davantage le personnage de Nordling en le jouant parce que ça a réveillé la famille Nordling ou les descendants de Nordling. J'ai même rencontré vraiment par hasard la fille de Nordling que Nordling n'avait pas reconnue et qui est venue voir la pièce, évidemment très intéressée puisqu'elle parlait de son père. Et elle-même a amené une photo où on voyait sur cette photo Choltitz et Nordling se retrouver 5 ans après la guerre, 8 ans après la guerre, 8 ans après la guerre, dans la propriété de Nordling à Orgeval, près de Paris.
Donc ils ont gardé des liens. Donc ces deux personnages ont existé, ils se sont rencontrés, comme l'a dit Volker, pendant 15 jours. Évidemment, c'est Scholtis qui a décidé de ne pas détruire Paris sur l'ordre d'Hitler, mais il y a eu des vraies conversations et Cyril Joly, l'auteur de la pièce, comment dire, pour dramatiser un peu, il voyait là un sujet impressionnant sur la diplomatie et qu'est-ce qui pouvait se passer comme ça avec le suspense de l'ordre qui devait être exécuté, qu'est-ce qui peut se passer entre deux hommes qui ont la responsabilité de deux pays en guerre et où tout repose sur leurs épaules. Donc c'est évidemment un débat qui était non seulement un peu méconnu de cette période de l'histoire, mais qui pouvait aussi par extension faire froid dans le dos, parce que évidemment c'est un débat éternel et qu'on voit encore dans les guerres d'aujourd'hui. J'ai bien sûr fait les recherches, et même fait plus de recherches encore que Gély, puisque j'avais accès aux sources allemandes. Mais une fois toutes les recherches faites, on est quand même des artistes. Alors l'intuition vous apprend beaucoup plus que les recherches. Faut, comme tu dis, c'est en jouant le personnage que peu à peu, ou en répétant que peu à peu je découvre qui il est, et pour moi c'était pareil, au jour le jour, en suivant Nils Arestrup, j'avais l'impression de découvrir ce général. Et est-ce que c'est votre intuition aussi d'artiste qui vous a donné l'envie de donner cette dimension extrêmement psychologique, j'ai trouvé, au personnage? On a l'impression de penser ce qu'il pense, de vraiment ressentir ce qu'il ressent. Il y a presque une dimension de thriller psychologique, j'ai trouvé, dans le film. Sinon, il serait loupé. Il fallait pas qu'on les voit agir, mais il fallait qu'on se mette dans la peau, faut qu'on soit tellement près des personnages, et comme vous dites, qu'on a l'impression maintenant, je sens ce qu'il pense, je vois dans ses yeux comme il cherche le prochain argument, comme il est perdu, mais qu'il ne veut pas le montrer. Mais c'est ça le cinéma, en principe, c'est notre métier. C'est comme une partie d'échecs aussi entre deux personnages, mais qui ont là la responsabilité énorme de soit faire sauter Paris, soit de l'en empêcher. Donc vraiment l'enjeu est de taille. Et il y a en plus l'horloge qui tourne. Donc il faut vraiment arriver à ses fins avec des arguments, quoi, avec la réflexion, et puis en se servant de tout. Et ça qui est terrible dans la diplomatie, c'est que voilà, il y a les mots, mais il n'y a pas seulement les mots, il y a l'attitude, il y a la souffrance de Scholtis qui souffre d'asthme et qui peut avoir une défaillance. Cyril Joly s'est vraiment servi de tout dans ce face-à-face. Moi, je me souviens, j'avais entendu Kasparov, le célèbre joueur d'échecs, qui disait qu'il était absolument épuisé, mais vraiment qu'il en avait pour une semaine à se remettre après une partie d'échecs élevée, forte, difficile. Et je comprends, quoi, parce que c'est une telle tension, quoi, et c'est ça qui crée le suspense, et c'est ça qui crée l'enjeu, alors qu'on sait que Paris n'a pas été détruit, mais de voir comment ces gens-là ont réussi à s'entendre, alors que rien ne laisse penser qu'ils peuvent trouver un terrain d'entente, c'est ça qui est fascinant. Mais moi, j'avais le beau rôle, mais pendant le tournage, je me souviens, certains jours, même 1 heure avant la fin officielle du travail, que soit Nils, soit toi, quelqu'un me disait, mais vraiment, je n'en peux plus. Je suis épuisé, liquéfié, parce que c'est un tel effort de concentration, et pourtant on dit, mais quoi, vous êtes dans un bel endroit, vous êtes bien assis, vous êtes bien habillé, vous n'avez qu'à parler, qu'est-ce qui peut être si fatigant que ça? Ben, c'est la concentration, psychologique, parce qu'il ne suffit pas de rejouer comme au théâtre la scène, il faut littéralement à chaque fois se remettre complètement dans la scène, comme si on inventait au moment de le jouer, et c'est un effort mental terrible, dont je serais incapable. C'est vrai que ce qui est fort dans ce film, c'est que c'est un film de guerre, ou en tout cas c'est un film qui se passe en période de guerre, mais l'essentiel du conflit, c'est dans un huis clos, en fait, dans une pièce entre deux personnages, et vous avez choisi de représenter toutes les scènes, entre guillemets, de bataille, ou tous les passages de chars, etc., dans Paris, avec des images d'archives. Pourquoi ce choix?
commencer d'abord par économie. N'allez pas refaire Paris brûle-t-il. Deuxièmement, on a tout le temps une coulisse sonore. Hein. On sent d'abord il y a des coups de feu, puis il y a des éclats d'obus. C'est-à-dire que peu à peu, pendant le film, la guerre s'approche. Elle vient toujours plus près. Et alors là, je trouve que comme ces bruits de guerre, des documents de guerre sont quand même aujourd'hui un moyen que le spectateur accepte. Il ne va pas dire ah ben ça raccorde pas du tout, c'est en noir et blanc, c'est ceci, cela, il y a du grain. Non, c'est simplement un rappel. Il y a un appel au début du film, la ville de Varsovie complètement détruite, il n'y a pas un pan de mur qui reste, et ça c'est des images que lui et le consul a en tête pendant qu'il traverse Paris. Mais c'est les vraies images. Et pareil, d'un coup, cette tour Eiffel qu'on a vue, si on veut, en découverte, carte postale, par la vue de la chambre, pendant tout le débat, d'un coup, paf, elle est là, en noir et blanc, et il y a effectivement les chars américains qui arrivent en dessous. C'est très fort pour rappeler, voilà, vous venez de voir un drame, mais il a un fond réel. C'est tout. Et du coup, comment est-ce qu'on travaille pour passer d'une pièce de théâtre, tant pour vous, pour en faire un film qui soit quelque chose, un projet neuf, et pour vous, les acteurs, est-ce que c'est un nouveau projet, ou est-ce que c'est une suite logique un petit peu, ou est-ce qu'on reprend vraiment tout depuis le début et les mécaniques sont complètement différentes ? C'est un nouveau projet, hein, franchement. Et même, je le disais tout à l'heure, je le révélais à Volker, qui n'a pas vu la pièce, justement, que quand on jouait la pièce, enfin, moi j'ai eu plusieurs fois cette sensation, je me disais, dommage qu'il n'y ait pas une caméra, quoi, pour prendre ces petits moments qu'on ne peut pas voir au théâtre, parce qu'on est fatalement éloigné au théâtre, et quand on est fatalement aussi profil, quelquefois, ou de dos, et la caméra peut prendre tout ça. Et cette partie d'échec, c'est là qu'on a envie de voir non seulement ce qui se dit, mais ce qui se lit aussi sur le visage de celui qui entend et qui ne peut pas réagir, ou qui est abattu, ou qui est dans le silence, ou qui cherche à savoir comment il va jouer la pièce le coup d'après. C'est ça qui était formidable avec le cinéma. Et moi, on était très heureux, franchement, que ce soit Volker qui vienne, comment dire, oui, donner une nouvelle vie à Diplomatie. D'abord parce qu'il en a fait un scénario, avec, en gardant la quintessence peut-être ou les choses essentielles de la pièce, mais aussi en faisant un film. Et puis aussi, c'était bien qu'il nous voie comme si on jouait le film devant lui, quoi, les scènes devant lui, quoi, parce qu'il allait nous dire des choses nouvelles. C'est ça qui s'est passé et c'était bien. On avait vraiment... Mais c'était comme un aboutissement, le cinéma, que nous donnait le cinéma, parce que vraiment, je trouve que ce titre et ce sujet va bien au cinéma. Et c'était un cadeau aussi que ce soit Volker qui le filme avec une vision nouvelle, quoi, voilà, et qui s'approprie l'histoire. Tu veux rajouter quelque chose sur... Non, c'était un plaisir pour moi parce que j'aime les acteurs. Aujourd'hui, au bout de tant de films, la technique ne m'intéresse plus du tout, ou presque plus. Mais par contre, de travailler avec des acteurs, c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Et là, il y a vraiment eu des moments de tel bonheur où chacun a habité son personnage. En même temps, ils étaient très, très différents. Très, très différents comme tempérament d'acteur. Que c'est comme d'avoir des purs sangs ou de jouer des Stradivarius, je ne sais comment dire, c'était vraiment les étrennes tous les jours. L'Europe était à feu et à sang. On allait tous y laisser sa peau. Les Alliés avaient débarqué et avancé sur Paris. Les Allemands voulaient tout détruire, tout raser. Spécialement Paris. L'explosion des ponts va provoquer une crue spectaculaire de la Seine. Continuez, monsieur Lambin. 5 minutes après les ponts, la cathédrale Notre-Dame, l'opéra, rien ne résistera. Volonté du Führer. Pourquoi tenez-vous tant à détruire cette ville, monsieur le gouverneur ?
Ce ne sont pas vos affaires, monsieur Nordling. Détrompez-vous. Si on ne m'avait pas demandé d'entrer en contact avec vous ce matin, je dormirais encore sans me douter de rien. Comme tous ces gens que vous vous apprêtez à tuer dans peu de temps. Vous pouvez arrêter de parler, de gesticuler sans arrêt. Ce sont des civils pour qui cette guerre est une aberration et qui n'ont jamais commis le moindre forfait contre vous. Parmi toutes celles qui vont périr, combien y a-t-il d'enfants qui ont l'âge des vôtres? Vous y avez réfléchi? Taisez-vous! J'étais nommé à Paris pour établir l'ordre et j'ai l'intention de faire bien davantage. Et que comptez-vous faire exactement? Je les écraserai tous, vous m'entendez? Tous! Je me suis trompé sur vous, général, et sur moi. J'ai cru qu'en venant ici, je pourrais vous dissuader de faire une chose aussi folle, mais... Ainsi, nous ne verrons plus ce dôme. Nous ne verrons plus le Louvre ni la place de la Concorde. Nous ne verrons plus ces enfants jouer dans les parcs. Et les 2 tours de Notre-Dame. Tout doit disparaître pour toujours. Et vous n'avez aucun remords. Non. Mais quel homme êtes-vous donc?